tous. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, avec Hervé, il nous revient l'honneur, mais aussi la difficile tâche de présenter ce papier. Parce que c'est vrai que j'ai réalisé cet été que je m'étais engagée peut-être un peu à la légère. Parce que j'arrive pas à le faire. je pensais avoir déjà lu le papier, mais non, j'étais pas arrivée au bout. J'avoue que je suis pas arrivée au bout non plus, donc on va essayer de vous présenter ce qu'il en est. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage avant de commencer. Qui a lu le papier ? Ah. Et qui est arrivé au bout du papier ? Il reste une personne. Bon, bah... Il y a deux personnes. Donc effectivement, la réputation n'est pas fausse. C'est un papier qui est vraiment difficile, qui est difficile à lire parce qu'il y a, déjà effectivement pas, les concepts n'étaient pas décrits de la même façon. Il y a beaucoup de formules avec parfois des notations qui sont difficiles à suivre, mais bon, c'est aussi un papier qui a introduit énormément de nouveaux éléments. Donc on va essayer de vous présenter le papier un petit peu dans son déroulé avec les applications. Alors Hervé a remis les formules au goût du jour avec des notations qui ressemblent plus à celles qu'on connaît. Et donc je vais lui laisser la parole en premier temps. Merci Manu. Oui, enfin j'ai essayé de... On va voir ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si c'est au goût du jour, mais... Alors déjà, je vous ai mis la table des matières de la publication. C'est pas vrai qu'on est en retard, hein, parce que la publication en volume, c'est 1919, hein, donc on est pile poil. C'était la publication en fascicules séparés en 1918. Alors il est là. Alors, pardon, il est là, voilà, 15. Il est coincé entre un papier sur les vers de sable et un autre, je ne sais plus quoi, enfin bref. Ah, il faut que je plie le micro. Voilà, bah, tout cassé, là. Attends, j'ai tout cassé. Ah, t'as tout cassé. Tout a l'air branché normalement. Voilà. Donc en fait, il a eu du mal à le publier, mais ça, Emmanuel vous en... Il n'est pas du tout dans une revue... il aurait voulu publier ça dans une revue d'eugénique, et ça n'a pas marché. Mais ça, Manu vous en parlera après moi. Voilà donc le titre complet. On peut décortiquer le titre. Il y a deux morceaux. Il y a la corrélation entre apparentés. Ça, c'est ce qui intéresse les biométriciens. Et sous l'hypothèse de l'hérédité mendélienne, donc la théorie de l'hérédité de Mendel. Et ça, c'était pas du tout évident, puisque à l'époque, en gros, personne n'aurait parié que c'était possible d'écrire ce papier. Donc c'est quand même assez gonflé. Et il est bon, voilà. C'est entre autres pour ça qu'il a eu du mal à le publier. Peut-être aussi parce qu'il est quand même difficilement lisible quand même. Bon, alors on va essayer de répondre aux questions suivantes. Déjà, on va mettre une petite mise en contexte de l'article qui évidemment va être très rapide par rapport à ce qui va suivre. Mais si on veut comprendre pourquoi il y a des choses à réconcilier, il faut déjà expliquer qui sont les biométriciens, qu'est-ce qu'ils font. On va rappeler très rapidement ce que sont les lois de Mendel et pourquoi ça coince entre les deux. Ensuite, on verra comment Fischer procède pour réconcilier les deux. Et puis, on parlera donc effectivement de l'accueil de l'article et des retombées très très rapidement. On parlera plus des retombées demain matin, effectivement, demain matin et après-midi. Alors, donc les biométriciens, donc c'est pas tout à fait le fondateur de la biométrie, ce serait plutôt Quetelet, mais bon, le fondateur en chef, c'est quand même Francis Galton, qui était comme disent les Anglais, un polymathe, n'est-ce pas, qui s'est intéressé à beaucoup de choses. Bon, d'abord, il a commencé par la cartographie, etc. Et puis, il était passionné, il avait un goût énorme pour les chiffres, et il était passionné par la question de l'hérédité. Et d'autant plus après la parution du livre de Darwin sur... comment s'appelle le livre de Darwin ? L'origine des espèces. Voilà, il se dit il faut élucider le mystère de l'hérédité. Alors il s'intéresse à deux choses. On a tendance à retenir que les biométriciens s'intéressaient aux traits continus. Ils s'intéressent aux traits continus, mais ils s'intéressent aussi aux traits discrets. Ils ne s'intéressent pas que aux traits continus. Et ils s'intéressent à la réapparition des caractères ancestraux, comme le fera beaucoup plus spécifiquement
Mendel. Et en fait, il veut expliquer ces deux phénomènes par une loi unique. Il cherche une loi unificatrice. Alors, il a commencé par des spéculations, donc il a commencé par faire des expériences sur des lapins pour essayer de prouver la théorie de l'hérédité de Darwin. Bon, ça marchait pas. Et il a émis à la suite de ces expériences une théorie de l'hérédité à lui, qui s'appelle la stirpe. Il dit voilà, il y a un ensemble de matières organiques que j'appelle la stirpe. Ce sont des germes qui sont hérités des parents et qui vont être transmis à nouveau aux enfants. Donc c'est complètement préfigurateur de la lignée germinale de Weissmann. Et seulement une partie, donc, ils vont être transmis aux enfants, et puis une autre partie va être cultivée, gardée au chaud pour... non, pardon, il y a une partie qui est gardée au chaud pour être transmise aux enfants, et puis il y a une partie qui, seulement une toute petite partie qui s'exprime chez l'individu, qui construit l'individu. Donc voilà les 4 propriétés de la stirpe. Donc en fait il dit, bon, l'organisme, déjà il y a plein de choses qui... vous avez un foie, vous avez un intestin, tout ça, ça vient de germes distincts. Ça s'organise... c'est le dernier point. Comment ça s'organise? En fait, voilà, au cours du développement, ces choses-là vont se développer, vont s'organiser entre elles. Et qu'est-ce qu'il y a dans la stirpe? Donc voilà, il y a une multitude de germes qui sont bien plus nombreux, c'est ce que je vous ai dit. En fait, il n'y en a qu'une partie qui va être utilisée pour construire l'organisme. Et ceux qui ne sont pas développés, c'est la lignée germinale, voilà, conservent leur vitalité et contribuent à la descendance de l'individu, à la formation de la stirpe de la descendance de l'individu. Voilà, ça c'est sa théorie c'est sa théorie biologique de l'hérédité. Donc vous pouvez imaginer une espèce de gros paquet de cellules souches, en termes modernes hein, évidemment, dont certaines sont prélevées pour construire un organisme, et puis les autres sont éventuellement un petit peu cultivées pour reconstituer le stock, et on transmet aux enfants. Et en fait, c'est avec ça en tête qu'il construit toute sa théorie. En fait, si on n'a pas vu, enfin d'après moi, c'est très difficile de comprendre ce que fait Galton si on n'a pas vu qu'en fait il essaye de construire. Après, il y fait plus tellement allusion, mais en fait, il a vraiment ça en tête d'après moi. Alors, qu'est-ce que c'est que la biométrie? C'est mesurer le vivant, bien sûr. Donc, avant Galton, Quetelet, qui est un vrai statisticien, lui, c'est beaucoup plus agréable à lire que Galton au niveau stat, avait remarqué en fait que des mesures anthropométriques variées, comme ici le tour de poitrine des soldats écossais, suivaient réellement une loi normale. Donc lui, il en déduisait qu'en fait, il y avait un type d'homme idéal qui existait quelque part, et que tous les hommes en étaient des copies imparfaites avec une erreur de mesure, avec une erreur de reproduction en fait du type idéal. Bon, c'était un petit peu métaphysique peut-être, mais bon voilà. Donc cette idée que les données suivent des lois normales était déjà présente, et Galton avait de toute évidence lu Quetelet d'ailleurs. Et en fait, voilà comment Galton va procéder pour faire des stats. Alors par contre, Quetelet fait une seule variable à la fois. Et l'idée de Galton, effectivement, la grande contribution de Galton, c'est d'en regarder 2 à la fois. Donc il dresse des tables comme celle-ci. Alors ici, vous avez la taille des enfants, et puis ici, c'est la taille moyenne des parents. Et vous avez des effectifs là dans le tableau. Et vous voyez bien que ça fait une espèce d'ellipse. On voit même avec... ici, c'est plus sombre, c'est des plus gros nombres. On voit bien qu'il y a une densité de loi normale bivariée qui apparaît avec une corrélation positive, quoi, si on a fait un tout petit peu de stats. En termes modernes, on voit ça saute aux yeux quand on a pratiqué un peu des stats. Donc bon, à l'époque, on défriche. Alors voilà comment il procède. Alors déjà, je vous ai dit qu'il faisait la taille moyenne. Il faisait la taille moyenne des parents. Alors après avoir corrigé la stature des femmes en multipliant par 1,08. Bon. Et puis, il classe les individus par catégorie de taille, ou par catégorie de taille moyenne des parents, et puis il dit en fait en fonction de la taille moyenne des parents, quelle est la taille moyenne des enfants quand les parents sont dans telle et telle catégorie, et il reporte un point, donc ça c'est les points qui sont là, l'autre c'est juste la diagonale pour nous montrer la droite de pente 1, c'est les points qui sont là, et puis il fait passer une droite un peu au jugé là-dedans, et il dit voilà, en fait, l'écart entre la stature d'un individu et la moyenne en population, c'est 2/3 de l'écart qu'il y avait entre la taille moyenne de ses parents et la taille moyenne de la population. Donc les écarts sont multipliés par 2/3, donc c'est ce qu'il appelle la régression vers la moyenne, en anglais towards mediocrity. Donc effectivement, vous allez si vos parents sont plus grands que la moyenne, vous allez aussi être plus grand que la moyenne, mais en espérance, en termes modernes, en moyenne un peu moins qu'eux. Bon.
Donc ça, voilà. Alors à partir de là, il tourne un peu autour du pot. Donc ça, c'est dans Natural Inheritance, puis dans des articles qui ont précédé. Et puis bon, il conclut pas vraiment. Mais donc Natural Inheritance, j'ai pas mis la date. Je crois que c'est 89. Et puis bon, il continue à accumuler des données. Et puis en fait, en 97, il y tient plus. Il énonce une loi, mais qu'il avait en tête visiblement depuis assez longtemps, qui est la composition de la stirpe. En fait, ben, vous aurez cette partie-là qui va être identique à ce qui a construit le corps de l'individu qui transmet. Et puis ça, c'est ce qui est identique aux deux grands-parents. Bon, on va dire ici c'est le père, d'accord. Ça c'est les deux grands-parents maternels. Puis après vous avez les 4 grands-parents, etc. Donc en fait voilà, ça c'est sa loi. Alors il la trouve extrêmement séduisante pour plusieurs raisons, mais en particulier parce que ça porte à la fois sur la valeur des phénotypes, mais comme tout ça, ça somme à 1, si vous faites 1 quart fois 2, plus 1 16e fois 4, plus 1 64e fois 8, etc., vous obtiendrez une somme de 1, donc vous pouvez retirer la moyenne partout. Elle s'applique aussi, cette loi, aux écarts à la moyenne. Et puis en plus, bon voilà, c'est la composition de la stirpe, donc c'est parfait, il a sa loi unificatrice, ce qui permet de tout écrire, et qui, en se rappelant que c'est la composition de la stirpe, va pouvoir servir aussi à traiter les traits discrets. Ça, j'en parlerai pas plus. Je ne sais pas prononcer ça avec l'accent anglais correct. Pearson Pearson. Oui, voilà, merci. Pearson prend cette loi et lui, il la lit autrement, il la lit comme une régression. Ils sont en train de développer la régression, il dit mais ça c'est une loi de régression. Alors que pour Galton, ça c'était vraiment une égalité parfaite, il n'y avait pas de terme d'erreur. Et ce qui pouvait subsister d'aléatoire dans cette loi, c'était la valeur de ces coefficients-là. En fait, il dit ça c'est en moyenne, un individu va avoir un quart de chacun de ses parents, un 16e de chacun de ses 4 grands-parents, mais ça peut un petit peu varier, c'est ce qui explique que dans une fratrie, les gens sont différents. Pour Pearson, ces coefficients deviennent constants, bon. Et puis, il y a une erreur résiduelle. Et puis, en plus, c'est quand même assez cauchemardesque, puisque c'est une somme infinie quand même, donc pour faire une régression, c'est pas simple, mais alors, il s'en débrouille. Il rajoute un paramètre libre ici. Donc le cas de Galton, c'était R égale 1,5 en fait. Et puis il en déduit les valeurs de corrélation entre les apparentés, et en particulier entre deux individus ancêtres l'un de l'autre, et distants de L génération. La corrélation va être une constante qui va dépendre de ce paramètre libre ici, R, divisé par 2 puissance L. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez une génération, la corrélation des phénotypes, de la stature par exemple, va être divisé par 2. Et ça, donc, ça c'est bien pour des gens comme Pearson qui sont en train de développer les statistiques, parce que ça, on peut recueillir des données, on peut calculer des corrélations, on peut vérifier que ça marche, et ça, ils vont en faire plein. Bon, ça va être l'activité des biométriciens, c'est de dire, on a une loi universelle qui nous donne des corrélations, maintenant on récolte des corrélations, on vérifie que ça marche, on est très satisfait de ça, et puis bon, il y a d'autres choses qu'ils font, mais on en parlera quand on parlera d'eugénisme. Alors, les lois de Mendel, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça ne va pas? Alors, Mendel, il est là. Vous voyez, il est en train de regarder son petit crucifix. Il était moine. Alors, du coup, on garde l'idée d'un scientifique amateur qui faisait dans le jardin du monastère, cultiver des pois. En fait, il a suivi les études scientifiques absolument complètes à Vienne, en particulier des cours avec Doppler, hein, c'était pas n'importe qui. Et quand il est rentré au monastère, il avait en tête d'étudier de manière systématique, et il a fait des dizaines de milliers d'expériences de croisement. Donc c'est pas juste dans son jardin pour cultiver les pois pour faire la soupe. Hein. Il a vraiment abordé la question de manière complètement scientifique, systématique, avec la méthode expérimentale. Et donc la question qui se pose, c'est une question aussi qui était enseignée à Vienne, c'était quand on fait des hybrides de plantes, quand on fait des hybrides pour créer de nouvelles variétés, comme disait Garcimore, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est-à-dire que parfois on obtient une belle lignée hybride qui a des caractères constants et qui peuvent être intéressantes pour le jardinier, et d'autres fois on voit réapparaître les caractères ancestraux et c'est pas ce qu'on voulait. On voudrait des lignées stables. Et donc ce phénomène était connu depuis longtemps, non? Il pense avoir trouvé une solution. Il publie en 1865 un mémoire qui sera lu à l'Académie des sciences de Brno et qui va tomber dans l'oubli immédiatement. Alors, enfin immédiatement.
et pour 35 ans. Voilà les expériences de Mendel. Je prends des pois à gousse verte, des pois à gousse jaune. Je vais aller vite parce que je pense que tout le monde a entendu parler de ça. La première génération d'hybrides, tout le monde a des gousses vertes. C'est le vert, le caractère qui domine sur le jaune. Et quand on laisse ces pois, le pois est une plante autogame, donc on la laisse se reproduire par autogamie. À la génération suivante, on a un quart, donc une proportion 3 pour 1. On a 3 plantes à gousse verte pour une plante à gousse jaune. Alors ça, il estime que cette proportion doit être exacte. Il l'observe, et puis, en fait, il observe une chose, c'est que quand il isole les plantes à gousse verte, qu'il les laisse se reproduire par autogamie, il y en a 1 sur 3 qui va n'avoir plus dans sa descendance que des formes dominantes, donc que la forme verte, et puis 2 sur 3 qui vont reproduire dans leur descendance ce schéma de proportion 3 pour 1. Et donc, en fait, il comprend qu'il y a cette... Donc ici, je vous ai mis des allèles sur le côté des génotypes. Ici, enfin, là, j'ai eu la coquetterie de noter, comme le fait Mendel, avec une seule lettre, le génotype qu'on noterait aujourd'hui grand A, grand A. Il comprend qu'il y a vraiment une disjonction, que ces 3 formes vertes ne sont pas identiques. Il y a une forme qui est revenue complètement à la forme ancestrale, et puis il y a 2 hybrides qui sont exactement semblables pour ce caractère-là à l'hybride de première génération. Et donc, en fait, il dit, en fait, voilà, dans les gamètes, dans les cellules reproductrices, il y avait un seul des 2 caractères qui était présent. Quand ils sont ensemble dans la plante, il y en a un qui domine l'autre. Et puis, par contre, il y a la ségrégation, la séparation des caractères ancestraux dans les gamètes. D'accord ? Bon. Alors, quand il y a 2 caractères, j'en parle parce que ça pourra servir un peu à... Il faudra que je le mentionne, il faudra que j'oublie de le mentionner quand je parlerai de Fischer, tu me pousses du coude si j'oublie. Quand il y a 2 caractères, il observe la même chose de manière indépendante, donc je vais aller très très vite. Il a toujours ses proportions 3 pour 1, vous voyez, 3 gousses vertes pour une gousse jaune, mais avec un autre caractère qui est la gousse étranglée ou la gousse lisse. Il a de nouveau 3 gousses étranglées pour une gousse lisse, ici vous voyez, et de manière complètement indépendante de l'autre. Donc, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez un type de plante à gousse verte, vous avez dans ce sous-type, vous avez les mêmes proportions de gousse verte de gousse lisses et étranglées. Et il propose des expériences, donc ce qu'on appelle les rétrocroisements, les doubles rétrocroisements, pour vérifier les hypothèses. Donc c'est des expériences très bien conçues qui sont toujours utilisées aujourd'hui par les expérimentateurs. Bon. Est-ce que, ça c'est bien gentil, on parlait de caractère continu. Effectivement, Mendel, il a considéré tout un panel de caractères discontinus comme cela. Mais à la fin de son mémoire, il mentionne quand même qu'il a croisé des haricots. Et il s'intéressait à la couleur des fleurs parce qu'il avait des haricots à fleurs violettes et des haricots à fleurs blanches. Et il observe, en fait, dans les hybrides, il observe un continuum. Puis quand il les laisse se reproduire par autogamie, il se dit que ça doit être le blanc qui est récessif, vu que dans les hybrides, tout est plus ou moins coloré, mais en fait, le blanc, il a trop peu de retour, il n'a pas du tout 1 pour 3, une plante pour 3 plantes, une plante blanche pour 3 plantes à fleurs colorées. Et donc il dit, bon, ça va pas, mais quand même, en fait, ça se trouve, cette couleur, c'est la combinaison de 2 couleurs, ou plus peut-être, complètement indépendantes, donc de 2 caractères complètement indépendants qui se comportent comme ceux que j'ai décrits précédemment, et qui, mis ensemble, construiraient la couleur finale de la fleur. Donc il n'est pas encore en train de dire on additionne des couleurs, mais enfin, il a l'idée du modèle polygénique. Il manque le mot additif, il s'arrête là. Bon, voilà. Alors, son passé complètement inaperçu, évidemment, il publie un mémoire sur l'hybridation des plantes, et puis après, il s'occupe de son monastère parce qu'il a quand même du travail. Et s'il avait appelé théorie de l'hérédité, peut-être que des gens l'auraient eu, mais là, je pense que c'est quand même passé très largement inaperçu. Bon, c'était pas un bon publicitaire, contrairement à Galton. Donc ces travaux sont redécouverts en 1900, au moment où, en fait, où il y a une querelle entre Correns, De Vries et von Schermach sur qui a découvert le premier. Ils ont réalisé des expériences similaires. Un des 3, d'ailleurs, je ne sais plus lequel, c'était sur le poids. C'est vraiment les mêmes expériences. Et puis, en fait, donc, on se dispute pour savoir lequel des 3 a fait les expériences en premier, et donc, réconciliation générale, les copains. Il y a 35 ans, quelqu'un l'avait fait avant nous, c'est pas la peine de se battre. Et puis, Bateson, qui se battait contre les biométriciens Weldon,
qu'il détestait en tête, et avec lui son collègue Pearson, était déjà, donc Bateson était en querelle avec ces gens-là au sujet de l'évolution et de la spéciation, puisque les biométriciens voyaient la théorie de l'évolution, c'était vraiment on change la natura not fecit saltum, on passe très très graduellement d'une forme à une autre, il faut que les populations soient isolées. Et puis Bateson dit non, il y a des mutations, en anglais les sports, c'est un phénomène discontinu, et en fait d'un coup apparaît une nouvelle forme, et vous voyez très bien quand vous voyez des arthropodes, ils n'ont pas le même nombre de segments, vous n'avez pas un nombre continu de segments, on est passé d'un coup de 3 à 4 segments. Arrêtez de nous raconter des histoires. Donc ils sont très fâchés, et évidemment Bateson dit la théorie de Mendel c'est génial, puisque c'est discontinu. On va avoir d'un coup un nouveau caractère qui va apparaître et qui va pouvoir dominer ou même être récessif, mais c'est pas grave. On peut obtenir une lignée pure pour ce caractère. Et donc ça fait de l'hérédité. Ça fait de l'hérédité, effectivement, enfin de l'évolution par saut, quoi. De l'évolution discontinue. Donc ils se battent tellement, enfin c'est très violent. Il y a je crois me souvenir que l'éditeur de Nature dit à un moment « J'arrête de publier vos lettres parce que vous nous fatiguez ». C'est quasiment impossible de se mettre entre les deux, quoi. En fait, on est pris à partie, il faut choisir son camp. Il y a des gens qui changent de camp, c'est Derbyshire qui change de camp, mais ça fait qu'il est quand même assez difficile. Donc, Fischer est vraiment gonflé, je vous disais tout à l'heure, il est audacieux de vouloir faire les deux, d'autant plus que Pearson a déjà publié des choses disant « Vous voyez, j'ai essayé, ça marche pas ». Bon. Alors, comment il fait, Fischer? Donc, il est tout jeune, il est sorti de Cambridge à 22 ans, il a publié une poignée d'articles de statistiques qui étaient très brillants, quand même, je pense que ça avait beaucoup plu. Il correspondait avec Gossett, donc alias Student, il correspondait avec Pearson, mais voilà, il a publié genre 3 articles de statistiques et 2 de génique. Pearson, quoi. Il avait publié la loi des corrélations, donc Ouais. c'est ce qu'il a mis en contact tout de suite avec Pearson. Et donc bon voilà, il est presque inconnu, donc voilà, il publie cet article. Donc dans cet article, il y a plusieurs points importants. Il y a premièrement, dès l'introduction, il dit bon, en fait, moi, je vais vous parler de la variance parce que c'est additif. Donc on peut décomposer la variance, faire des proportions de variance. Il dit on va abandonner la dominance. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis je vais calculer les corrélations entre apparentés. Ça, c'est la partie que j'ai réussi à lire. Ensuite, l'épistasie, oui, ça va, j'ai à peu près compris. L'homogamie, je vous avoue, je me suis pas lancé dans la lecture de la partie sur l'homogamie. Les facteurs mendéliens liés, où on en dira un mot, c'est très facile ce qu'il fait. Bon. Parce qu'en fait, cet article aussi, il y a eu une relecture de l'article avec des commentaires par Moran et Smith. Mais en fait, c'est pas forcément... il y a des parties qui ça clarifie beaucoup. Mais... Ah, pardon. Donc il y a effectivement eu une relecture de cet article par Moran et Smith qui ont publié. Donc au lieu de faire 34 pages, il en fait 62, le nouvel article avec les commentaires. Mais effectivement, ça clarifie certaines des notions, mais alors pas tout. Notamment, j'ai trouvé que sur l'homogamie, c'était pas si clair que ça. Mais si vous avez envie de regarder, il y a effectivement Moran et Smith qui réexpliquent un peu. On peut laisser la parenthèse ouverte une seconde. Pour l'homogamie, de toute façon, c'est pas clair, mais c'est d'autant plus obscur que on n'analyserait plus du tout aujourd'hui l'homogamie comme il le fait, puisque lui, il n'envisage pas qu'il y ait des corrélations dans les environnements des apparentés. Donc, c'est d'autant plus difficile de se mettre dans son traitement, de se plonger dans son traitement. Bon, je ne désespère pas de le faire un jour, mais de trouver le temps et l'énergie de le faire un jour. Après, alors, sur l'homogamie, il y a aussi la thèse de Maléco qui reprend... Ouais. C'est quand les 100 ans de la thèse de Maléco? Je sais pas, c'est 1937, non? Ouais. Ah, ouais. Il a fait un petit livre en 48. Bah, oui, les mathématiques. Oui, les mathématiques de l'hérédité, effectivement. Oui, en 2048, on ne sera plus là. Non, mais la thèse, c'est 1937. Bon. Alors, je vous ai traduit en français parce que bon. Donc en fait, dès l'introduction, il dit, en fait, c'est assez rigolo quand même. C'est que
Donc c'est la décomposition additive de la variance, mais il introduit le mot variance. C'est-à-dire, avant, on utilisait écart-type, et puis on disait les carrés des écart-types sont additifs. Bon. Donc il dit, bon, je vais appeler ça variance, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de manipuler directement les carrés, puis d'avoir un nom pour ça, que de faire sans arrêt la racine carrée, bon, c'est le théorème de Pythagore, là. Bon. Donc c'est vraiment là, c'est le parrain de la variance, voilà. Et puis, il y a tout de suite après ce passage, il y a cette phrase que je trouve assez intéressante. Il dit « Il est souhaitable que les idées élémentaires à la base du calcul des corrélations soient clairement comprises et exprimées dans le langage ordinaire. » Et d'autre part, que les phrases peu rigoureuses sur le pourcentage de causalité, en anglais c'était « percentage of causation », qui obscurcissent la distinction essentielle entre l'individu et la population, soient soigneusement évitées. Alors j'ai cherché si je trouvais des articles antérieurs où il y avait « percentage of causation », j'ai pas trouvé, je sais pas. Bon. En tout cas, il fait très attention. Il dit tout de suite, n'allez pas nous dire que 10% de la variance, c'est 10% de la causalité. Et la différence entre individu et population, c'est effectivement un peu le nœud du problème. C'est pas 10% du trait de l'individu qui sont dus au génome, hein, c'est 10% de sa variabilité en population. C'est pas du tout la même chose. Donc, on a l'impression qu'il a vu très loin quand même à quoi ça pouvait servir et à quoi ça ne devait pas servir. C'est assez impressionnant cette phrase-là. Je voulais vous en faire profiter. Bon. Alors, les facteurs mendéliens. Problème. Bêtement, si on... Ouais. Ça fait 20 minutes déjà que je parle, c'est ça. Ouais. Je vais accélérer un peu. Je vais parler en accéléré. Les facteurs mendéliens ne déterminent que deux tailles différentes. Vous avez, si vous croyez à la dominance de Mendel, ça marchera pas. Alors on peut abandonner la dominance, mais ça fera quand même que trois tailles, et on voit qu'il y a un continuum de tailles. Donc la solution, c'est de prendre l'action additive simultanée d'un grand nombre de facteurs indépendants. Alors le indépendant, là c'est ce qu'il fallait pas que j'oublie de vous dire, hein, c'est vraiment, comme dans Mendel, il s'égrège indépendamment dans les gamètes. Et du coup, vous allez obtenir une distribution normale. Ben oui, vous avez un facteur, vous avez trois valeurs possibles. Si vous en avez deux, ça commence à s'étaler un peu. Puis dès que vous avez une vingtaine ou une cinquantaine de facteurs, vous avez un histogramme quelque chose qui commence à ressembler à une loi normale. Donc, quel va être le modèle de Fisher, donc le modèle polygénique? Enfin, je vais quand même prendre un peu de temps, parce que sinon, ça va être un massacre. Enfin, sinon, ça sert à rien, quoi, que je le fasse, si je le fais trop vite. Ouais, sur la fin, on a des phénomènes de contraction relativiste qui se produisent sur la fin de l'exposé. Donc le phénotype qu'on note P, c'est la somme d'une valeur G qui va être déterminée par le génome, et d'une valeur E qui va être déterminée, donc c'est les effets aléatoires dus à l'environnement. Quand j'ai mis des guillemets, ici, j'ai essayé de traduire l'article. Par contre, les notations, là, sont de moi, hein, P égale G plus E. Enfin, sont de moi, elles sont pas de moi, elles sont classiques de nos jours. Et puis, il dit, voilà, donc G, c'est comme je vous ai dit au transparent précédent, c'est la somme d'un grand nombre de facteurs mendéliens indépendants, comme ceci, que je note X. Et puis, il suppose implicitement, il éprouve pas le besoin de le dire, c'est tellement naturel, en fait, à l'époque, il n'y a aucune raison que G et E ne soient pas indépendants. D'accord ? Et il n'envisage absolument pas qu'il puisse y avoir des interactions entre gènes et environnement. Le terme d'environnement, il n'en parle pas. C'est l'erreur arbitraire des mesures, etc. Et enfin, il en parle un peu quand même, mais bon. Pas beaucoup. Pas au début. Ça vient dans la conversation, quoi. Et les environnements désapparentés, pareil, ils sont indépendants. Ça, il l'explicite jamais, mais pour lui, c'est complètement naturel et ils sont distribués de façon identique aussi. Ça ne me paraît pas du tout devoir poser question. Donc on va pouvoir faire le calcul suivant. Si on note avec un exposant P le phénotype, le génotype et la part environnementale du parent, et puis avec un exposant E, la même chose chez l'enfant. Alors on va calculer effectivement, hein, si vous vous souvenez du cours d'introduction au stats, la covariance des phénotypes, ça va être la covariance des génotypes à cause de toutes ces hypothèses d'indépendance que je viens de mentionner. Et puis du coup la corrélation par définition, c'est la covariance, ici c'est var de G. C'est la covariance des deux génotypes sur la variance commune. C'est la covariance des deux phénotypes sur la variance commune à ces phénotypes, c'est-à-dire var de G plus var de E. Donc maintenant, on va s'intéresser au cas d'un unique facteur mendélien, puis on va calculer sa covariance, puisque effectivement, la variance étant additive, tout étant indépendant, je vais pouvoir, si je sais faire pour un facteur mendélien, je vais savoir faire pour tout.
Donc, un joli petit dessin. Alors, des notations un peu modernes. P, la fréquence de l'allèle A, et Q, la fréquence de l'allèle petit a. On a 3 génotypes possibles et 3 valeurs possibles pour le facteur mendélien associé, qui sont séparés par des sauts, là, U1 et U2. Ils sont en distance U1 et U2. Donc là, il calcule. Ces notations, les notations qui sont source transparente sont beaucoup plus simples que les siennes, à nouveau. Bon, je ne vais pas leur dire à chaque fois. Il calcule la covariance entre le facteur mendélien chez le père et chez l'enfant. Il dit, voilà, ça va faire PQ fois PU1 plus QU2 carré. Il dit, en fait, ça, si je pose U égale PU1 plus QU2, puis je considère un facteur additif comme ça, fictif, où vraiment à chaque fois on ferait le même saut ici, en fait ça fait PQU carré, ça donne exactement la même covariance. Donc ça c'est un truc, ça vraiment, le fait de s'intéresser à la covariance entre parents et enfants, ça nous pousse à s'intéresser à ce facteur mendélien additif fictif et au cas particulier des facteurs additifs, quoi. Puisque c'est seule cette partie additive qui va participer à la covariance et donc à la corrélation entre les phénotypes. C'est ça le but, c'est de retrouver les lois des biométriciens, c'est de retrouver des corrélations. Donc maintenant qu'on a une covariance, il faut calculer la variance. Alors la variance de x, mais une fois que j'ai cette décomposition additive à l'esprit, je m'aperçois, si je cherche à la faire apparaître, que en fait, dans la variance de x, j'ai ce terme 2pq carré qui se trouve être la variance de ce facteur additif fictif ici, plus un terme ici qu'il appelle un résidu, qu'il appelle plus tard dans l'article un terme de dominance quand même. Et il dit en fait ce résidu, voilà, il va pas participer, il est résiduel. Pourquoi c'est un résidu? Parce qu'il participe pas à la covariance et il va agir de manière comparable à une erreur de mesure. Là, c'est la première fois où il parle d'erreur de mesure, il parle même pas d'environnement. Bon. Il dit donc ça, en fait, ça a pour effet de diminuer les corrélations, de faire des covariances plus petites, donc des corrélations plus petites, donc ça nous intéresse pas. Voilà. Ça avait déjà été aussi prouvé par Yule. Ouais, alors moi j'ai pas eu le temps de lire Yule, effectivement. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai le PDF sur mon ordinateur, j'espère toujours que ça va infuser. Mais alors, le truc, c'est que j'ai feuilleté Yule quand même, et j'ai pas vraiment vu les calculs, quoi. Non, je vais aussi. Donc Yule dit, oui, si vous n'avez pas la dominance, je sais pas s'il avait fait cette décomposition quand même, je serais peut-être pas aussi catégorique. Bon. Alors, je récapitule, j'ai calculé cette covariance qui valait PQU carré, je note ça 1,5 de alpha carré, ou alpha carré c'est 2PQU carré, et donc j'avais ma variance qui valait 2PQU carré plus ce terme-là, qui est, oui d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, ce terme-là, ce terme résiduel, il y a U2 moins U1 dedans, donc en fait c'est vraiment l'écart à l'additivité, d'accord, c'est assez clair. Et donc celui-là je note delta carré, et puis ben voilà, l'effet total du génome c'est la somme de tout ça, donc je vais avoir la variance, ça va être la somme de tous ces alpha plus delta carré. Je note tau A, ma variance additive, la partie additive, donc due à la somme de tous les effets additifs. Tau D, la somme de ce qui est dû à tous ces résidus de dominance, là. Et pour finir, ma covariance entre les génotypes, c'est 1,5 de tau A. Et d'autre part, la variance du phénotype, c'est variance de G plus variance de E, ça va faire tau A plus tau D plus sigma carré. Et donc la corrélation, on fait le quotient des deux, d'accord. On se retrouve avec 1,5 de tau A sur tau A plus tau D plus sigma carré. Et c'est cette chose-là que plus tard, on notera H carré, on appellera l'héritabilité stricte, ou au sens étroit. Il considère d'autres relations d'apparentement. Évidemment, alors, la relation parent-enfant, c'est vraiment par ça qu'il commence, et c'est ça qui l'intéresse au premier chef, mais il fait tout ce qu'il peut imaginer. C'est très combinatoire. Aujourd'hui, on ferait ça de manière beaucoup plus condensée et beaucoup plus lisible. Lui, il énumère les génotypes de tout le monde dans la famille. Bon. Il retrouve un résultat. Le résultat phare de Pearson, c'est que la corrélation est divisée par 2 à chaque génération, quand on est en ligne directe. Il calcule aussi les corrélations entre germains, c'est-à-dire entre frères et sœurs, entre oncles et neveux, entre des cousins à divers degrés. Il fait aussi les doubles cousins germains. Et puis, dans le cas dans le cas particulier d'une paire de germains, on a cette chose-là, on voit réapparaître de la dominance. Donc là, il mentionne, ah oui, tiens, on revoit ce terme-là, et on va pouvoir, si on a des mesures assez précises des corrélations, on va pouvoir distinguer, là, il parle d'environnement, les effets aléatoires de l'environnement, de ceux de la dominance, en comparant les corrélations entre germains aux corrélations entre parents-enfants. Donc voilà, il a vraiment une théorie,
même si c'est écrit comme un cochon, c'est très mûr. Il a vraiment la théorie moderne à ce moment-là, quoi. Donc je vous ai fait une moralité. Je ne sais plus ce que je dis dans la moralité. Voilà, la moralité, c'est qu'il a retrouvé les lois des biométriciens, c'était quand même le but, de convaincre qu'on pouvait faire les lois des biométriciens sous l'hypothèse de l'hérédité mendélienne. Une chose qui est importante, c'est d'avoir abandonné l'hypothèse de dominance. En fait, Pearson avait en 1904 dit avec la dominance, moi je trouve des corrélations de 1/3. Je ne suis pas allé lire l'article de 1904, mais effectivement c'est ce qu'on trouve dans le cas où on a les deux allèles équiprobables. Et puis, je vous mentionne en passant, je ne sais pas si c'est moral, mais que ces deux quantités-là, comme je vous ai dit avant, celle-là c'est l'héritabilité au sens strict et celle-là c'est l'héritabilité au sens large. Et puis je vais passer sur ce dernier transparent de moralité où je vous donne avec ces notations-là les corrélations entre parents et enfants. Je vais passer la parole à Emmanuel. Donc vous voyez entre germain et aussi entre double cousin germain, c'est-à-dire quand il y a seulement 2 grands-parents pour les cousins germains, quoi. Vous avez ce terme de dominance qui apparaît. Oui, le terme de dominance en fait apparaît dès qu'il y a des possibilités de IBD égale 2. Oui, c'est ça. IBD égale 2, je voulais pas le dire. Je ne sais pas si on change. Ouais, alors on ne touche pas l'ordinateur. Parce que... pas toucher. Donc là, en fait, on a résumé brièvement, c'est une grosse partie de l'article quand même, mais les différentes autres phénomènes et phénomènes plus complexes que Fischer a envisagé dans son papier. Donc tout d'abord, il introduit un nouveau terme qu'il appelle épistasie. Pas épistasie, mais effectivement, c'est l'interaction entre 2 facteurs mendéliens. Et ce qu'il fait, en fait, il montre que ça va... il montre en fait que c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte, mais il semble pas très intéressé par ce phénomène, puisque le chapitre où il en parle commence en disant « Avant de s'intéresser au phénomène d'homogamie, qui est un peu compliqué, on va quand même regarder ce qui se passe quand il y a de l'interaction entre 2 facteurs. » Donc on voit que c'est pas... Et il explique aussi qu'il va regarder juste 2 facteurs, parce que après ça devient incalculable, et puis que de toute façon il y a peu de chances que dans des systèmes biologiques il y ait des interactions entre plus de 2 facteurs. En gros, c'est ce qu'il dit. Mais donc il montre comment faire ces calculs de corrélation entre apparentés, donc dans le cas de 2 locus en interaction, et l'impact que ça peut avoir, mais effectivement avec quand même la notion que ça va jouer, mais pas beaucoup. Ensuite, il va s'intéresser au problème aussi d'allèles multiples, ce qu'il appelle multiple allélomorphism. Donc effectivement, ce qui se passe quand on n'est plus sur un locus biallélique, mais qu'on a plus de 2 allèles. Et là, il montre que finalement, ça revient un petit peu au même, on retrouve les mêmes formules que pour le cas de 2 allèles. Il va regarder aussi le phénomène de liaison génétique, donc ce qu'il appelle coupling. Mais en fait, là, il va s'intéresser essentiellement au cas d'une coségrégation complète, liaison complète, taux de recombinaison égale 0. Et il montre que dans ce cas-là, c'est équivalent au précédent. Il a la notion que finalement, si on part sur les fréquences gamétiques, on va retrouver les mêmes formules. Et enfin, il entre dans le vif du sujet de l'homogamie, ou assortative mating en anglais, qui est effectivement importante, surtout quand on étudie des traits comme la taille, puisque effectivement... on voit bien qu'il y a une corrélation positive entre les parents, et donc il va détailler ce phénomène et voir quel impact ça va avoir sur les corrélations parents-enfants, et plus généralement entre apparentés. Et donc c'est une grosse partie du papier, c'est plus de la moitié du papier où ça s'est mis en place. Après, il regarde ça avec un phénomène d'allèles multiples, avant de s'attaquer à une comparaison, en fait, à une confrontation de la théorie avec les données. Et donc ce qu'il fait là, c'est qu'il reprend les données publiées par Carl Pearson et Alice Lee dans un article de 1903 publié dans Biometrica. Carl Pearson était l'éditeur de Biometrica. Et donc avec un K, comme dans Carl Pearson. Oui, avec un K, effectivement. Non, mais c'était voulu. C'est voulu? Ah, je ne savais pas.
Et donc en fait, dans cet article-là, ce qu'ils ont regardé, donc ils ont repris finalement les mesures de Galton, mais sur plus d'individus. D'ailleurs, l'article c'est amusant parce qu'on voit même le questionnaire qui était envoyé aux gens. Et puis on décrit aussi les paramètres. Donc il y a la taille, il y a l'envergure, donc il y a un petit dessin. J'ai repris le dessin qui est dans l'article. Et puis il y a également ce qui est appelé le cubit ou la longueur de l'avant-bras en fait, donc qui est mesuré. Donc ça, ils expliquaient aux gens comment le mesurer. Et donc on trouve un tableau comme celui-là qui est reproduit donc dans l'article de Fisher, où on a les corrélations pour ces différentes mesures. Donc la corrélation maritale, donc entre les parents, ce qui est appelé la corrélation parentale, en fait, qui est entre parents-enfants, et la corrélation fraternelle. Donc on voit effectivement des corrélations déjà 0,28 entre parents, donc que c'est pour la taille par exemple, et puis de l'ordre de 0,5 et 0,54 pour parents-enfants et puis frères-sœurs. Alors après, à partir de ces résultats, il va calculer les différents coefficients qu'il a décrits dans l'article, et notamment, il y a toute une partie, alors c'est pour ça que c'est pas évident de remettre avec les notations modernes, puisqu'il y a toute une partie où on prend en compte aussi l'homogamie, et puis tout ce que peut apporter l'ensemble de ce qu'il appelle l'ancestrie, donc des ancêtres. Mais alors, il y a une partie qui est assez intéressante aussi, et qui montre, qui traduit un petit peu le fait que pour Fisher, l'environnement n'était pas quelque chose d'important, on était plutôt dans la notion c'est la génétique qui est importante, et puis l'environnement, ça va rajouter un petit truc, mais bon, qu'on va peut-être pouvoir ignorer. Et donc ce qui montre dans un des tableaux, c'est qu'il va confronter en fait les données qu'il calcule en supposant pas d'effet de l'environnement avec les corrélations qui sont observées donc dans l'article de Pearsonelli. Donc c'est ce qu'on voit dans ce tableau avec donc les valeurs observées là qu'on a vues tout à l'heure, et puis ce qui calcule sous l'idée qu'il n'y a pas d'effet de l'environnement. Donc on voit que c'est très proche, sauf pour l'envergure. Le span, là, c'est moins bon. Donc il commente en disant bon, on voit une différence importante sur les... Alors ça, c'est les corrélations fraternelles, ouais, j'ai pas dit entre frères. Il dit bon, là, on voit une grosse différence pour le span, donc pour l'envergure, qui peut être due à l'effet de l'épistasie, mais bon, il y croit pas trop, ou alors au fait qu'on a négligé certains termes dans le calcul, ou alors, ce qui semble plus probable, c'est dû au fait qu'il y a qu'il n'y a pas de sélection sexuelle directe sur ce trait. On imagine qu'effectivement... et donc après, il va effectivement refaire les calculs en faisant cette hypothèse, et il va voir que ça correspond un peu plus à la réalité. Ensuite, il va présenter, sous cette hypothèse de pas d'effet d'environnement, la contribution relative des différents... de la génétique, mais décomposée en qu'est-ce qui vient de l'ancestrie, donc c'est 54%. Alors ça, c'était les premiers calculs qui étaient faits en disant, voilà, la corrélation entre frères, elle est de 54% pour la taille. Alors là, je suis sur la taille uniquement. Donc il reste 46% de la variance à expliquer. Comment on peut expliquer ça? C'est pas possible, ça peut pas être l'environnement. Donc il y a un autre papier de Pearson qui est une sorte de résumé de ce papier-là aussi, hein, parce qu'en fait finalement c'est pour ça que de Fisher, pardon, oui, qui est une sorte de résumé de ce papier-là, parce qu'effectivement c'est ce qui était compliqué aussi, c'est qu'on commence à lire ce papier, mais il faut en lire d'autres pour arriver à. Et là il a quand même fait un résumé de son article et il explique bien, c'est 46%, c'est pas possible, ça peut pas être l'environnement, c'est beaucoup trop. Les biométriciens ils ont vu que l'environnement jouait pas beaucoup, ça joue sur la variance à pas plus de 5%, donc ça peut pas être ça. Donc qu'est-ce qui explique ça? Et donc ça peut être effectivement plutôt la variance apportée par le reste des ancêtres. Donc il redécompose ça, il montre que voilà, il peut calculer que dans ce cas-là, il y aurait 31% qui viendrait d'une part additive dans la fratrie et 15% de dominance. Et ensuite, il redécompose. Alors j'ai pas retrouvé les chiffres même avec les formules, je n'ai pas réussi à voir. Il y a des parties du calcul qui manquent dans le... Mais en tout cas, ensuite, il redécompose donc la part génétique en essential genotypes. Donc là, c'est la variance additive, en fait,
qui représenterait 62% de cette variance génétique, et dominance 21%. Donc on voit des chiffres assez élevés, et il y a l'homogamie qu'on revoit ici qui représente 17%. Donc effectivement, des pourcentages assez importants. Et surtout, ce qu'il commente dans son article et qui va aussi être détaillé sur la fin de l'article, c'est le fait que il y a un rapport de dominance qui est important, qui est de l'ordre de 0,25. Donc il va ensuite s'intéresser à ça, parce que en fait ça va avoir un impact aussi pour au niveau de la population, de mieux comprendre la distribution du trait. Donc la fin de l'article est consacrée à l'étude des effets de la dominance. Donc justement ce papier résumé qui date de 1919, donc là on est dans le centenaire de ce résumé qu'a fait Fischer de son étude, et qui est effectivement plus facile à lire. Il n'y a pas d'équation dedans. Il met une petite figure pour représenter la décomposition de la variance pour la taille, où il montre que la taille d'un parent, ça représente à peu près 25% de la variance. Ensuite, si on prend en compte le deuxième parent, alors il dit ça devrait faire 50%, mais non, ça fait pas 50%, puisqu'il y a de l'homogamie, donc il faut tenir compte de l'homogamie. Donc on arrive après à ce qui était donc on est un peu moins de 50%. Et puis ensuite, si on tient compte de tous les ancêtres, on regarde ce qui correspond plutôt à la corrélation fraternelle, on est de l'ordre de 54%. Et enfin, si on prend en compte l'ensemble des facteurs, avec reprenant l'homogamie et tout, on arrive à plus de 95%, ce qu'il écrit ensuite en disant que voilà, à partir de ces calculs, mais vous l'avez déjà négligé l'environnement, donc quelque part, on a l'impression que là, ça se mord un petit peu la queue, mais il dit voilà, on voit que de toute façon, sous cette hypothèse, il est très peu probable que plus de 5% de la variance totale soit due à des causes non héritables. Il met même pas le terme d'environnement, en fait. Donc c'est pour montrer. Et donc dans ce papier de 1919, ce résumé, donc ce papier il s'appelle The Causes of Human Variability. Donc on retrouve en fait le terme de cause ici, qui a pu donner aussi des interprétations un peu, mais il a bien fait attention de parler du human variability et pas de human traits. Donc il résume en fait son article de 1918 de la manière suivante, en disant: les conclusions de mes travaux peuvent être résumées de cette manière. Les faits de la biométrie ne contredisent pas, mais vont plutôt dans le même sens que la théorie mendélienne, des facteurs, la théorie de facteurs mendéliens cumulatifs. Si cette théorie est correcte, une connaissance des coefficients de corrélation pour un trait entre différentes paires d'individus apparentés pourra permettre d'analyser complètement et d'estimer numériquement le pourcentage de variance dû aux facteurs héritables. Et enfin, donc pour lui, le fait qu'il y ait plus beaucoup de choses à expliquer, c'est important aussi. On retourne sur l'idée que tout est génétique, puisque après, il reste donc l'étude des données existantes montre qu'il est très peu probable que plus de 5% de la variance des mesures physiques chez l'homme soit due à des facteurs non héritables. Donc on retrouve ce qui a été dit auparavant. Donc voilà un petit peu un résumé. Donc comme on dit, sur la fin de l'article, on avait un petit peu de mal, et c'est effectivement des notions qui ont été ensuite moins reprises aussi. Et donc pour finir, on va faire un résumé rapide aussi de l'accueil qu'a eu cet article en 1918, et puis les retombées plus actuelles. Donc pour savoir l'accueil qu'a eu cet article en 1918, il y a un papier de Norton et Pearson, mais pas le même Pearson, en fait c'est le fils de Karl, qui ont écrit en fait un article pour expliquer le contexte du papier de Fischer. Et surtout dans cet article, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les reviews qui ont été faites du papier de Fischer quand il a soumis son papier à la Royal Society of London en 1916. Donc en fait, le papier, il l'avait écrit. On dit même dans le résumé de sa vie qu'a fait la fille de Fischer, elle dit qu'il l'aurait même écrit déjà eu les idées sur ce papier en 1911. Mais en tout cas, la première soumission, c'était 1916. Et en 1916, en fait, le papier, il a été rejeté par 2 relecteurs,
Enfin, rejeté, non, il n'a pas été très bien accueilli, et on dit qu'après, Fisher n'a plus voulu le resoumettre à la Royal Society of London. Donc les deux reviewers, c'est Karl Pearson, donc un biométricien, et Reginald Punnett, qui était un mendélien. Et donc j'ai repris ce qui était écrit. Alors l'un comme l'autre disent, voilà, bon, on n'a pas lu l'article, enfin on a survolé le papier, donc déjà... Bon, après, ils n'avaient pas réussi non plus probablement à aller jusqu'au bout, mais bon, et donc Karl Pearson écrit « Je ne pense pas que dans l'état des affaires, le papier soit d'une portée suffisante pour avoir un intérêt pour la biométrie en ce qui concerne les hypothèses qui ont besoin d'être appuyées par des observations. » Si le papier doit être publié, il va falloir le demander, enfin demander l'opinion des Mendéliens. Donc lui il dit bon, je me mouille pas, hein, on va voir ce que disent les Mendéliens. On voit qu'il y croit quand même pas trop, et donc de voir si effectivement les Mendéliens pensent que c'est possible que des facteurs multiples comme ça puissent jouer sur les traits. Et les Mendéliens, donc Reginald Punnett dit, bon, alors oui, moi pareil, j'ai pas pu le lire jusqu'au bout ce papier, il y a trop de formules mathématiques, je fais confiance aux maths, mais, et puis à Fisher pour ce qui est des mathématiques. Mais bon, du coup, il faudra demander aux biométriciens ce qu'ils en pensent. Donc et puis, bon, savoir s'ils pensent que ça a une vraie valeur. Je suis pas qualifiée pour le juger de ce point de vue-là. Mais cependant, du point de vue des biologistes, c'est un problème qui semble pas assez bien étayé. Et puis alors il a cette formule assez amusante de dire It is too much of the order of the problem that deals with weightless elephant upon frictionless surfaces. Donc des éléphants sans poids sur des surfaces parfaitement lisses. Donc bon, on voit qu'effectivement l'accueil, donc Fisher reçoit ses reviews, là, et pour la petite histoire, il semblerait qu'il ait rejeté les choses en disant c'est un mathématicien qui connaît pas la biologie, Karl Pearson, et puis l'autre c'est un biologiste qui connaît pas les maths. Donc là on était en 1916, donc après il a un peu de mal et finalement le papier il va l'envoyer à la Royal Society of Edinburgh. Donc oui, il sera publié. Apparemment, c'est publié avec l'aide du fils de Darwin, qui a payé pour la publication. Et aujourd'hui, donc la revue donc les Transactions of the Royal Society of Edinburgh, elles ont changé de nom. En fait, elles s'appellent Earth and Environmental Science Transaction of the Royal Society of Edinburgh. C'est l'article le plus cité quand même de cette revue. Alors eux, ils donnent un nombre de citations qui est de l'ordre de 1562. Vous verrez après que sur Google Scholar, il y en a un peu plus. Alors j'ai mis l'impact factor de la revue parce que je trouvais que c'était quand même amusant de voir que cette revue aujourd'hui a un impact factor de 1,8. Et là, on voit aussi la date de 1919 quand on regarde sur Internet. Donc on n'est peut-être pas si en retard que ça. Donc c'est pas le plus cité des articles de Fisher, hein. Il vient en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e position donc si on prend Google Scholar. Le plus cité, c'est son livre sur les méthodes statistiques pour les research workers. Il y a également la théorie génétique de la sélection naturelle qui est très citée. Et puis là, sur Google Scholar, on voit un nombre de citations de 4379. Alors, on peut voir un petit peu les citations au cours du temps, mais alors malheureusement, on ne peut pas aller très, très en arrière, on peut aller que jusqu'en 1980. Et donc, on voit que l'article, en fait, il a été beaucoup plus cité à partir des années 2000. On voit une croissance exponentielle du nombre de citations. Avant, c'était autour entre 20 et 50 maximum citations par an. Alors bon, là, moi j'ai regardé d'un point de vue génétique humaine à quoi ça pouvait correspondre. La première publication sur les études GWAS, c'est en 2002. Donc on voit que c'est peut-être le début on commence à en parler. Les publications sur l'héritabilité manquante, c'est 2008.
Et puis là, j'ai parlé de Genomic Heritability. En fait, c'est plus la publication de l'équipe de Vischer du programme GCTA, en fait, pour calculer l'héritabilité génomique. Bon, après, je pense qu'on pourrait transposer ça peut-être dans d'autres domaines. Donc, pour finir, un résumé rapide, puisque c'est des choses qui vont être détaillées tout à l'heure et puis demain sur les retombées de l'article. On a vu que c'était la première fois qu'était mentionné le terme de variance, donc il invente la variance à ce moment-là et l'analyse de variance. L'article est reconnu comme celui qui a lancé en fait la génétique quantitative. On a vu que les notions d'héritabilité, même si elles ne sont pas écrites, le terme d'héritabilité n'est pas employé, c'est à partir de là que viennent ces notions d'héritabilité, avec les études de jumeaux. Donc il y a tout ce qui concerne aussi la sélection naturelle, puisqu'il y a des articles, mais ça on verra des gens plus spécialistes qui en parleront tout à l'heure et puis demain. Et plus récemment, donc dans le domaine de la génétique humaine, j'ai parlé de l'héritabilité génomique à partir des études GWAS, et puis l'idée d'une héritabilité manquante ou missing heritability. Mais je pense que Hervé et Anne-Louise en parleront demain. Alors pour finir, c'est parler quand même des limites et des dérives en fait de l'article. Donc les hypothèses faites, on a déjà vu qu'il y a des hypothèses sur le fait qu'on a un système avec tous les loci qui ont des effets faibles, donc pas de gènes majeurs, ça correspond pas à certaines maladies avec génétique. Pas d'interaction gène-environnement, l'effet de l'environnement n'est pas corrélé entre apparentés. Et puis je voulais finir aussi en reprenant les critiques qui avaient été faites par Leontine en 1974 dans un article de l'American Journal of Human Genetics, parce qu'en plus je trouve qu'elles sont très actuelles. Donc il y a déjà le fait que la variance, c'est pas une notion si facile en fait à concevoir, et du coup il y a dans la terminologie de parler d'analyse des causes, ça peut conduire à des interprétations erronées. Donc Leontine le dit très bien en disant ce nouvel objet d'étude, la déviation de la valeur phénotypique par rapport à la moyenne, n'est pas le même que la valeur phénotypique elle-même. Et l'analyse tautologique de cette déviation n'est pas la même chose que l'analyse des causes. Alors, en fait, ça rejoint aussi ce que disait Fischer dès le début de son article et qu'a mentionné Hervé tout à l'heure, mais c'était pas mal de revoir effectivement les dérives que ça pouvait engendrer. Leontine critique aussi la possibilité de séparer les effets génétiques et environnementaux. Il dit First, the appearance of the separation of causes is a pure illusion. En fait, il prend une analogie avec la construction d'un mur par des maçons. Est-ce qu'on peut, s'il y en a un qui pose les briques et puis l'autre qui fait le mortier, est-ce qu'on arrive à dire qui a contribué le plus à la construction de ce mur ? Et il finit par cette phrase que je trouve assez actuelle. Il faudrait peut-être la méditer quand on voit tous les articles qui sortent récemment sur comment mieux estimer l'héritabilité génomique et puis trouver l'héritabilité manquante. Donc il dit In view of the terrible mischief that have been done by confusing the spatio-temporary local analysis of variance with the global analysis of causes, I suggest that we stop the endless search for better method of estimating useless quantity. Donc on arrête d'essayer d'améliorer des méthodes pour estimer des quantités qui ne servent à rien. Voilà, donc on finit par quelques références autour de ce travail. Bon, il n'y a pas tout, il n'y a pas certains articles là, mais voilà. Donc c'est en fait. Voilà, merci à vous.